Je vais commencer. Jean-François Fillon va parler en premier. C'est un très grand plaisir pour moi, d'autant que Jean-François a eu une semaine assez tumultueuse, ce qui a fait qu'on l'a manqué un peu ces derniers jours. Il est professeur, comme vous le savez, au département de sociologie de l'UQAM. Il s'intéresse principalement à la théorie sociologique, quoiqu'il ait un intérêt certain pour les questions écologiques. Le domaine de sa première formation universitaire, si je ne m'abuse. Oui? Non? Ben, quelques trimestres en agronomie. Voilà, c'est ça. C'est Olivier qui l'a détourné, je pense. En effet. Non, la petite histoire, c'est que Fillon et Pinault ont pris un séminaire, j'imagine, d'épistémologie. C'est facile de guesser avec Olivier, puis whoops, ça les a détournés vers la socio. Intro à la socio. Pardon? Intro à la socio, OK. Il a aussi un intérêt marqué pour l'œuvre de Hegel. Sa thèse de doctorat a d'ailleurs porté sur la philosophie de la nature de Hegel, et Freytag a écrit à ce sujet, je le cite, que Fillon a eu le courage, car il en fallait, de revenir sur la dialectique de la nature de Hegel dans une perspective de réhabilitation. Fin de la citation. Cette thèse a été publiée sous le titre « Dialectique de la matière, la conceptualité inconsciente des processus inorganiques dans la philosophie de la nature de Hegel ». Jean-François Fillon est aussi l'auteur, et c'est quelque chose qu'ils ont en commun, ces deux-là, Yves Bonny et Jean-François Fillon. Jean-François Fillon est l'auteur du premier ouvrage d'introduction générale à l'œuvre de Michel Freytag, ouvrage intitulé « Sociologie dialectique », paru chez Nota Bene en 2006. Je dis que c'est ce qu'ils ont en commun parce que Yves Bonny a publié a écrit la préface à l'oubli de la société, ou l'introduction, ou la préface, Yves, c'est ça? Non, il y en a trop. L'introduction, et puis c'est une radiographie. Ça tombe tout le temps, cette affaire-là? C'est une radiographie de l'œuvre de Freytag. Il essaie de recoller tous les fils qui relient la théorie du symbolique à la critique, la postmodernité, puis ça prend beaucoup de générosité pour faire ça. Puis, même chose pour l'ouvrage de Jean-François Fillon. Je le ferai pas. C'est beaucoup pour les autres, hein, cette compréhension-là qu'on a développée pour soi-même et de l'offrir aux autres. Donc, voilà pour Jean-François Fillon. Bien, je vous remercie d'être si nombreux aujourd'hui. Je m'excuse face aux autres participants de ne pas avoir été présents à leurs exposés, notamment parce que ça peut engendrer cette situation ridicule de la redite inconsciente, mais bon, les choses étant ce qu'elles sont. Mon exposé donc portait le titre, bien, porte encore le titre d'ailleurs, la portée qui... Oui, c'est ça. Hein? OK. Mon exposé a comme titre la portée critique du réalisme ontologique de la sociologie dialectique de Michel Freytag. Et dans le fond, ce que je veux viser dans cet exposé, c'était cette idée-là du problème de réception, pour ainsi dire, qu'a la pensée de Michel Freytag dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la pensée critique contemporaine. On voit qu'il y a vraiment des problèmes, mais dans le fond, je vais mettre ici simplement le doigt sur ce qui pourrait expliquer ce problème-là, puis aussi avec un espoir qui diminue à chaque jour que ce problème-là soit résorbé. Mais une chose est certaine, c'est que quand on lit bien et qu'on comprend la théorie de Freytag, on voit bien qu'elle a un aspect critique assez fort. Dans l'Abîme de la liberté, j'y découvre, comme dans d'autres textes, plein d'éléments subversifs. Et donc, je suis toujours surpris d'entendre des gens, comme me disait l'autre jour une étudiante, que Freytag était un néoconservateur religieux opposé au féminisme et à l'antiracisme. Je me suis dit, là, il y a un problème. Il y a un problème. Et dans le fond, c'est essayer de voir à quel point que cette perception-là, même si on pourrait infiniment essayer de comprendre comment elle a pu être produite, ben, elle provient d'une erreur de perception, d'une erreur de lecture, si lecture il y a. Et donc,
c'est sur cette chose-là ici que je veux parler pour voir comment, au contraire, la sociologie de Freytag, elle est pas du tout dans cet horizon dans lequel on la met et qui implique et que le problème lié à cette mécompréhension engendre une cascade de ce qu'on appelle en anglais des friendly fire, c'est-à-dire que qu'on dit des tirs amis, où on penserait que dans, par exemple, ce qu'on pourrait appeler à notre époque où il y a une résurgence de mouvements anticapitalistes qui aurait matière à articuler des pensées, des revendications et des pratiques, et que cela n'arrive pas. Donc, on sait que aujourd'hui, je ne pourrais pas faire un Polaroid, comme on dit en France, de la pensée critique contemporaine, mais on sait en général, François en a parlé ce matin un peu, que la pensée critique contemporaine, elle est, si on veut, allergique à plein d'éléments qui sont présents dans la théorie de Freytag. Hein. Elle est traversée par ce qu'on pourrait appeler le paradigme anarchiste, hein, même si c'est parfois assez loin de l'anarchisme d'un Kropotkin ou d'un Bakounine, qui était totalement fondé sur la raison. Et ce qu'on se rend compte surtout, c'est que dans la critique que connaît ce qu'on appellerait le marxisme-léninisme, hein, ou le communisme autoritaire, ou tout ce qui était lié de près ou de loin avec l'Union soviétique, bien, ça fait en sorte que l'anarchisme, qui n'a jamais pris le contrôle d'aucune société, a les mains propres et devient donc l'endroit où tout militant, tout révolté, toute personne qui veut en finir avec le monde actuel peut trouver une source d'inspiration qui est non polluée par une réalité historique, hein, et donc qui n'a pas les mains sales. On le sait aussi, sur un plan intellectuel, il y a une relecture aussi du marxisme qui se fait beaucoup à l'ombre de Spinoza. On est dans l'immanence, on est dans l'horizontalité, on est donc dans un Marx anarcho-plébien, un matérialisme anti-institutionnel dans la démocratie directe horizontale. Donc, c'est surtout des thématiques qui sont très fortes à notre époque et qui font en sorte que quand on se met à lire Freytag, ben, on trouve que ça colle pas, on trouve que ça marche pas. Mais en même temps, ici, il s'agit de voir pourquoi ça marche pas et comment on pourrait y remédier. Hein? Parce qu'on sait que Michel fait donc un effort intellectuel et invite ou contraint son lecteur à en faire de même. On sait que Michel va beaucoup s'inspirer de la philosophie occidentale, de la sociologie, des sciences sociales en général. Hein, donc, c'est vrai que dans la pensée de Freytag, il y a beaucoup de dead white men qui sont cités, d'Aristote à Gunther Anders. Mais en même temps, on voit que dans ce souci d'une pensée qui est profonde et qui veut donc tenter de trouver des éléments théoriques qui pourraient justifier une pratique de résistance, mais qu'il y a donc ici quelque chose qui heurte le prêt-à-penser et le manichéisme dominant. Donc, c'est pour ça que... Mais en même temps aussi, il y a un paradoxe chez Michel, mais c'est un paradoxe qui fait que toute sa culture sociologique, toute sa théorie aussi nous montre que les sociétés se changent lentement. Hein, c'est d'ailleurs, si on veut, le propre de la sociologie que de prendre conscience de la lenteur du changement social, même quand les révolutionnaires, on se rend compte après coup que c'est une révolution qui a été longuement mûrie, ou que si ça n'a pas été assez longuement mûri, bien, que la réaction va tout de suite revenir et que cette révolution-là aura mené à rien. Et en même temps, donc, il y a chez cette prise de conscience-là qui fait que, d'après moi, c'est comme ça aussi qu'on peut savoir si on est sociologue ou non, c'est d'avoir compris ça. Et d'autre part, quand on lit l'Abîme de la liberté, on voit aussi qu'il y a chez Michel toute la question de l'urgence d'une transformation de la société. Et donc,
quand il critique la globalisation capitaliste qui nous mène droit à la barbarie. On voit que Michel, il y a donc chez lui un ton assez révolté. Il est révolté contre le système, c'est évident, mais c'est un révolté sociologue. Donc, c'est pour ça qu'il est pris aussi avec tous ces tiraillements-là de la conscience de la lenteur d'une transformation sociale profonde et aussi de ce qu'il thématise dans son livre, de toute l'importance de la phronésis, c'est-à-dire de la prudence, de la sagesse pratique, hein, qui a été reprise, donc qui a été proposée par Aristote. Cette question-là aussi de ne pas avoir de solution toute faite, toute rapide, qui vont faire en sorte qu'on va appliquer un modèle abstrait, théorique sur la réalité, hein, et au prix de grandes douleurs face à ceux qui en subiraient les conséquences. Donc, la pensée critique d'aujourd'hui, elle ne pense pas à ces choses-là nécessairement, mais aussi elle connaît une situation assez étrange, hein. C'est que, comme le dit Razmig Kochoyan, hein, dans son livre Hémisphère gauche, hein, les théories critiques sont peu en prise avec les processus politiques réels et manifestent peu ou pas de rapport avec les organisations politiques, syndicales et associatives. Hein. Donc, ce que nous dit ici Kochoyan, c'est que les intellectuels critiques, on aurait beau dire que Freytag est débranché du réel, mais on se rend compte que ce sont peut-être surtout eux qui le sont. Toujours est-il que l'élément fondamental, selon moi, sur la confusion, sur la difficulté de prendre acte de l'aspect subversif, critique de la pensée de Freytag, c'est, je vais me permettre ici un petit détour chez Hegel, c'est le fait que Freytag est, comme Hegel, puis je dirais aussi, même si ce n'est pas ouvertement assumé comme ça, mais ça ressemble aussi peut-être à la démarche de Durkheim, c'est que Freytag, il est dans ce qu'on appellerait la deuxième négation. La manière de lire l'abîme de la liberté, hein, et sa critique du libéralisme, et la critique freytagienne qu'on peut faire de la pensée critique contemporaine, c'est que le libéralisme et la pensée critique contemporaine, qui en est une des manifestations, sont dans la première critique, c'est-à-dire qu'elles sont dans la critique de la contrainte, la critique des normes, notamment des normes traditionnelles, des préjugés culturels. Et donc, cette première négation-là fait en sorte qu'elle est totalement dépendante de ce qu'elle a à nier. Hein, ça lui prend du donné social, du donné idéologique à nier. Et pour cette raison, elle va se mettre dans la posture abstraite de critiquer toute proposition normative en essayant toujours de trouver, hein, qu'une norme renferme d'une façon ou d'une autre une contrainte ou un préjugé ou doit se particulariser, hein, doit se fixer sur quelque chose de contingent, hein, alors que ça aurait pu être autre chose ou ça aurait pu être rien selon une pensée abstraite. Or, la pensée de Freytag, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle se situe dans la deuxième négation. Donc, elle implique une négation de la première négation. Donc, elle implique une négation de la pensée abstraite, ce qui implique qu'elle va tenter de constituer un jugement sur le réel dans lequel il y aura une réinscription du donné pré-critique, c'est-à-dire du donné culturel, du donné donc historique, et également des éléments de la première négation, des éléments critiques. Donc, c'est pour ça que, de loin ou superficiellement, Freytag peut avoir l'air d'être dans le milieu, d'être un réformiste ou un social-démocrate, ou toutes ces formes-là qu'on peut nommer, mais en même temps, il n'est pas du tout... Et donc, ça fait en sorte qu'il peut avoir l'air aussi nostalgique du passé, mais ce n'est pas du tout ça, c'est seulement qu'il se rend compte qu'une véritable critique de la société doit tenir en compte de l'inertie des sociétés et aussi de la nécessité ontologique de la reproduction des sociétés. Hein, donc, de la nécessité qu'il y ait des mécanismes qui sont lourds et qui permettent donc à la vie de se maintenir. Et pour cette raison, on ne peut pas dire qu'une tabula rasa
du monde actuel sera suffisant. Donc, il y a effectivement chez Freytag un conservatisme, mais ce qu'on a oublié de spécifier, c'est que le conservatisme, il est ontologique, il n'est pas politique. Hein? Parce que le conservatisme ontologique, c'est quelque chose d'assez... de pas nécessairement facile à expliquer. Hein? Freytag le dit explicitement qu'il prend l'expression de chez Gunther Anders, mais le conservatisme ontologique de Freytag, qu'on voit dans toute l'importance qu'il fait en parlant du monde animal, de la nature, aussi du respect qu'il a des différentes cultures, qui est sa manière à lui de reprendre le relativisme culturel qui est proposé en anthropologie, mais en le reformulant dans un cadre théorique plus large que simplement relativiste, mais en même temps un respect des civilisations, un respect des autres cultures, et en essayant tout le temps d'y voir comment il y a des possibilités de dialogue sur cette culture-là ou sur ces civilisations-là. Donc, le conservatisme ontologique, oui, hein, Freytag est conservateur de ce point de vue-là, mais ce que j'essaie de dire, c'est que politiquement, ce n'est pas conservateur. Donc, il y a une erreur ici qu'il faut qu'il soit clarifiée. C'est pour ça que je vais rapidement vous montrer les 4 étapes qui permettent de bien saisir l'argument freytagien. Le premier, c'est celui qu'on pourrait appeler le catastrophisme éclairé ou la barbarisation du monde, si vous permettez le barbarisme ici. C'est que le catastrophisme éclairé, si vous connaissez l'expression de Jean-Pierre Dupuis, c'est vraiment cette idée-là de décrire dans des traits exagérés et on pourrait dire noircis, une tendance sociétale, mais dans le but qu'elle ne se produise pas. Hein? C'est une performativité négative. Hein? Le but étrange d'un philosophe ou d'un sociologue qui adopte la posture du catastrophisme éclairé, c'est qu'il veut que ce qu'il écrit n'arrive pas. Donc, c'est un popérien radical. Il faut réfuter l'énoncé. Et c'est ça qui est visé. Mais en même temps, ça implique donc de parfois exagérer des tendances actuelles. Mais il y a ici toute une perspective d'éclaircissement. Parce que c'est ici que Freytag, dans l'idée de barbarisation du monde, montre à quel point qu'il n'est pas opposé au féminisme ou à l'antiracisme. C'est qu'il faut voir toute sa critique qu'il fait de la globalisation capitaliste comme un risque évident que les sociétés, notamment en Occident, sont dans la barbarie. Et il faut prendre ça au sérieux. Parce que quand on dit barbarie, ça fait longtemps qu'on dit barbarie ou socialisme, mais là, il le redit, lui. Toute son œuvre, surtout dans son œuvre de maturité, mais à la fin de sa vie, c'est beaucoup sur les dangers que peut mener. Il nous parle même de totalitarisme systémique. Et ce qu'il veut faire ici, c'est qu'il veut montrer que les effets sociologiques que peut avoir une barbarisation du monde vont engendrer ou risquent d'engendrer une plus grande discrimination. Hein? Une plus grande discrimination face aux minorités. Hein? C'est que, autrement dit, en prenant l'exemple de ce qui s'est passé en Europe avant la Deuxième Guerre mondiale, hein, on le sait bien, Freytag a lui-même écrit sur le totalitarisme archaïque, mais si vous lisez, par exemple, l'analyse courte mais percutante de Moïse Postone sur l'antisémitisme nazi, hein, le lien avec entre les bouleversements capitalistes de l'Allemagne, hein, qui avait sa propre histoire, et l'antisémitisme, il est patent. Hein. Et donc, c'est un peu de ce genre de raisonnement-là avec lequel Freytag va montrer que dans une société où il y a une barbarisation liée au processus technico-économique déchaîné, mais c'est là qu'il risque d'y avoir plus de racisme et plus de sexisme. C'est à ce moment-là qu'on peut voir que tous les droits acquis hein, par les mouvements identitaires ou par des mouvements sociaux qui auraient pu avoir des programmes, tout cela il peut rapidement passer à la trappe. Hein? Donc, si on veut, c'est la crainte de l'extrême droite, si on peut parler autrement, qui pousse à voir à quel point que les questions de discrimination identitaire sont totalement intégrées dans la pensée de Freytag. Mais ils ne sont pas... Si Freytag critique le juridisme
s'il critique le recours aux médias, le recours à cette idée-là qu'on peut changer la société en ayant un bon avocat pour se rendre à la Cour suprême, il ne critique pas les finalités qui sont derrière les mouvements identitaires, il critique seulement la manière dont ça se fait. Hein? Parce que on peut le voir si il y a... il veut voir aussi que s'il y a une crise économique qui s'aggrave, mais on peut voir comme on a eu des signes avant-coureurs en Grèce, hein, que l'extrême droite est aux portes, puis l'extrême droite, elle a cette particularité-là d'assumer la verticalité politique, hein, et de s'organiser en conséquence. Et donc, c'est pour cette raison ici que la question de la barbarisation doit être absolument mise à l'avant lorsqu'il est temps de juger, hein, de la dimension critique de la sociologie de Freytag, hein, et de voir à quel point que son conservatisme ontologique peut aussi avoir des incidences très critiques dans le sens, si on veut, socialiste du terme. Pour bien comprendre aussi le malentendu que j'ai laissé, que je commence à révéler, j'ai été obligé de tricher. Daniel me pardonnera. Je suis allé voir un autre livre. Ah oui? Non, il y a quelqu'un aujourd'hui... Ah, c'est Olivier, il a dit qu'il n'a pas fait ça, lui. Mais toujours est-il que j'ai été voir le texte « L'identité, l'altérité ou la politique », hein, parce que dans ce texte-là, il y a un passage que je médite souvent où, assez rapidement, Michel expose 4 types de mouvements sociaux. Hein. Il y a le mouvement qu'il nomme politico-idéologique, le mouvement sociopolitique, les mouvements sociaux comme tels, là, ici, excusez le recoupement, et les mouvements identitaires particularistes. Hein, et pour bien comprendre ici le déphasage de perception qu'il peut y avoir à l'endroit de la théorie de Freytag, c'est que c'est bon d'avoir en tête ces 4 mouvements sociaux-là, c'est-à-dire les 4 manières de voir comment une critique politique ou une critique sociale peut s'exercer. Et on peut voir ici que finalement, Freytag, en tout cas à mon avis, sa théorie s'accroche à une de ces 4 définitions-là, tandis que ses pourfendeurs sont dans d'autres catégories et cette distinction-là n'est pas intégrée par ceux qui veulent critiquer Freytag. Donc, le premier mouvement, le mouvement politico-idéologique, c'est un mouvement qui, historiquement, au début de la modernité, hein, c'est celui où il y a une opposition frontale entre des visions du monde et entre des cadres institutionnels. Hein, c'est-à-dire que Freytag, il prend l'exemple ici du mouvement de la bourgeoisie moderne contre la société d'ordre féodale. Ce qu'il nous dit ici, c'est que dans ce mouvement politico-idéologique, ici, les bourgeois ne veulent pas une amélioration de la société féodale. Ils sont ailleurs spirituellement, ils sont ailleurs dans leurs pratiques, ils sont ailleurs, ils sont en ville, ils sont dans les ports de la société féodale, comme dit Marx, et ils sont en train de transformer le monde, mais ils ne sont pas en train de vouloir donc une transformation à l'intérieur des cadres institutionnels, mais une transformation des cadres institutionnels. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième, c'est les mouvements qu'il appelle politico-sociaux. C'est-à-dire, ici, c'est un mouvement où les cadres normatifs ne sont pas radicalement remis en question, mais où ce qui est remis en question, ce sont son exercice par une classe dominante quelconque. Donc, c'est l'idée ici d'un renversement à l'intérieur des cadres généraux et à l'intérieur, donc, d'une vision du monde qui se maintient de la prise du pouvoir. Donc, c'est l'idée ici du socialisme révolutionnaire. Hein, c'est l'idée que les communistes disaient qu'il faut vraiment réaliser la modernité, il faut faire la deuxième révolution. Hein, donc, c'est cette idée-là d'achèvement de la première révolution par le mouvement socialiste, mais qui n'est pas une remise en question de la modernité comme telle, mais au contraire l'exigence de réaliser ses promesses. Le troisième moment, c'est ce que Freytag appelle les mouvements sociaux, donc mouvements sociaux comme tels, vous permettez. Donc ici, c'est l'idée d'amélioration des conditions de vie de groupes dominés. Excusez-moi.
Donc, c'est l'idée de ce qu'on appellerait ici plutôt le mouvement ouvrier réformiste, hein, qui est l'idée de tout ce qui est lié au sillage de l'État-providence, du New Deal, d'amélioration des dominés, des victimes des mécanismes sociaux, en d'égalisation des conditions, universalisation concrète du statut de citoyen. Donc, c'est ici, dans les mouvements sociaux comme tels, où les dominés n'aspirent pas comme tel à prendre le pouvoir, mais espèrent que le pouvoir leur reconnaisse le statut de citoyen à part entière. Hein, donc, il y a plusieurs exemples qu'on peut voir. Donc, je vous ai parlé du mouvement ouvrier réformiste. On parle aussi des premières vagues du mouvement féministe, mouvement des droits civiques de Luther King. On pourrait aussi rajouter le mouvement écologiste et même récemment le mouvement Occupy pourrait être là-dedans. Et le quatrième type de mouvement chez Freytag, c'est le mouvement identitaire particulariste, qui est le mouvement dont il parle dans son livre beaucoup. Hein, c'est celui de pouvoir revendiquer de manière juridiste une particularité, d'avoir une reconnaissance dans sa différence, hein, et donc de s'intégrer, là aussi de ne pas avoir, par la négative, de visée de transformation de la société, autrement que peut-être de changement de mentalité et des changements culturels. À cela, on peut ajouter, par exemple, la discrimination positive et toute forme de reconnaissance publique de particularité. Et donc, ici, c'est le mouvement donc, que Freytag va appeler dans la Bible de la liberté de droits et libertés, notamment. Donc, ce que je veux ici dire, c'est que, à mon avis, la sociologie de Freytag, sa dimension critique, se situe dans le premier type de mouvements sociaux, c'est-à-dire le mouvement politico-idéologique, qui, historiquement, était au début de la modernité. Donc, qui étaient des mouvements qui étaient moins intégrés dans la société actuelle, bien sûr, mais aussi qui étaient des mouvements où le capitalisme était moins mature. Donc, où l'idée d'une transformation radicale de la société, de ses bases les plus profondes, parce qu'on sait que la société d'ordre était théologiquement justifiée, mais il y avait l'idée quand même de cette possibilité-là de pouvoir révolutionner le monde, hein, et donc d'opposer une autre vision du monde et d'autres institutions. Et donc, à mon avis, quand je vous dis que Freytag est dans la deuxième négation, c'est parce qu'il considère que, finalement, la modernité et la postmodernité doivent être dépassées et il doit y avoir des nouveaux cadres institutionnels qui soient établis et une nouvelle vision du monde qui puisse émerger de cette deuxième négation-là. Donc, c'est pour ça ici que ce que j'appelle le conservatisme ontologique n'est pas du tout ici un retour à un essentialisme traditionnel, mais bien ici l'idée de dire que le surgissement de la vie sur Terre et le déploiement de la vie animale, comme Michel en parle souvent, ainsi que la question du surgissement du symbolique, ce sont tous des éléments qui sont porteurs d'un sens et que Michel Freytag considérait comme menacés par la globalisation et qu'il faut, par le fait même, protéger. Et cette protection-là implique une transformation radicale des sociétés. Donc, là, je vois que je dois conclure. Dans l'abîme de la liberté, Michel nous tend des perches, nous montre des concepts, des éléments à prendre, en tout cas qui m'ont frappé dans ma lecture, et je vais vous les présenter rapidement. Premièrement, je me rends compte que dans des endroits, disons, particuliers, importants de l'œuvre, revient cette idée-là de l'ergazastai. Donc, l'ergazastai, chez Freytag, c'est l'idée qui va reprendre, donc, c'est un concept de la société grecque, hein, dont il parle souvent avec l'idée
que les êtres humains se représentent comme participants à un ordre cosmique. Hein, c'est un élément du paléolithique, donc des sociétés de chasseurs-cueilleurs, dans lesquelles c'est possible que l'être humain se reconnaisse comme étant un être qui n'est pas un être d'antinature et qui n'est pas non plus un être où sa liberté se vivra dans l'indifférence. Hein? Comme si vous citez ce que nous dit dans l'Abîme de la liberté Michel Freytag, « Ta erga désigne originellement les petits animaux et les fruits des plantes dans lesquels se manifeste directement cette puissance productrice de la nature comprise comme physis. L'ergasastae bénéficiait d'une reconnaissance très positive dans laquelle on peut voir comme le rappel d'un âge d'or qui aurait précédé l'assujettissement des hommes aux travaux de l'agriculture et qu'on est en droit de rapporter au souvenir de la liberté des chasseurs-cueilleurs. » Donc ici, en prenant cet élément-là anthropologique, Freytag veut montrer que la philosophie moderne, qui voit la nature comme pur déterminisme et qui considère que c'est une condition pour que l'être humain soit libre, il voit dans l'ergasastae, au contraire, une conception de l'être humain dans laquelle on peut voir l'idée d'une participation, ou l'idée, comme va dire le philosophe américain Murray Bookchin, dans laquelle l'être humain peut participer à l'enrichissement, à la complexification de la nature, et que l'intervention humaine n'est pas d'emblée toujours anti-nature. Mais ce qui est particulier ici avec l'ergasastae, c'est que chez Freytag, elle se veut une manière pour l'individu de développer une éthique, une nouvelle éthique, dans laquelle il pourra comprendre la nécessité, par exemple, d'un pouvoir politique qui pourrait prendre en charge réflexivement la société. Hein? Donc, c'est pour ça que l'ergasastae, on pourrait dire que c'est quelque chose qui fascine aussi les anarcho-primitivistes, mais ici, Freytag n'en fait pas le même usage. Donc, c'est aussi cette idée-là que la subjectivité humaine s'est déployée de manière immanente dans l'histoire, et que même s'il y a eu ensuite l'agriculture et la révolution industrielle, il n'empêche qu'on a comme héritage à assumer, ou en tout cas comme trésor, cette idée-là que c'est pas vrai que l'être humain peut être est nécessairement toujours en opposition à la nature. Puis en même temps, ce que nous dit Freytag, c'est qu'il veut intérioriser, il veut articuler cette conception-là de cette participation au flux cosmique avec l'idée d'une renaissance de la médiation politique. Et donc, une assomption ici de la verticalité, parce que Freytag fait comme le sociologue Robert Castel, qui disait avant de mourir, être sociologue, c'est d'avoir conscience de la dureté du monde. Ici, ça veut simplement dire qu'il y a cette assomption qu'il y aura toujours de la contrainte dans la société, il y aura toujours de la domination, mais là où les humains peuvent exercer leur liberté, c'est dans le choix de cette domination-là, le choix des institutions qui porteront la contrainte, au lieu de vouloir abandonner cette possibilité-là comme étant une possibilité qui est considérée seulement de manière négative. Donc, il y a cette assomption-là. Et là, je vois que je dois terminer. Et c'est... Non? OK. Et donc, c'est comme ça que Freytag va vouloir qu'il se développe ce qu'il va appeler beaucoup l'idée de la responsabilité pour que les nouvelles institutions puissent mettre un frein à la globalisation capitaliste destructrice à la fois de l'écosystème et de la vie humaine. Et donc, c'est comme ça qu'il y a chez Freytag cette idée-là que la pensée critique doit assumer la verticalité institutionnelle. Donc, imaginez l'idée de dire, comme actuellement, c'est l'ère des institutions verticales rend libre. C'est vraiment ici une phrase qui peut paraître totalement choquante pour l'esprit du temps, mais c'est en même temps un type de pensée dialectique dans lequel on peut voir à partir de maintenant comment
Freytag a un aspect subversif, comme de plus en plus on peut en voir en relisant Hegel et Durkheim, hein, avec de telles pensées suivant laquelle donc une société doit assumer, hein, la présence d'une domination, mais une domination qui doit être exercée de manière tout à fait en accord avec des principes et pour une finalité universelle, hein, qui n'est pas si simple que ça à assumer collectivement. Et c'est pour ça que Freytag met tant d'importance sur la question de la légitimation de la domination. Hein, c'est toute la question du sens. Hein, et c'est pour ça que ce n'est pas un néoconservatisme religieux, comme certains peuvent le dire, parce qu'au contraire, Freytag, ici, il reprend un peu sur son compte l'idée durkheimienne qui fait enrager beaucoup les religieux, de dire que toutes les religions sont vraies, dans la mesure où c'est l'idée ici que la société place son identité, ses structures dans le sacré, c'est-à-dire à l'abri du profane. Pour Freytag, c'est important de voir que cette découverte-là sociologique est encore à l'ordre du jour pour la pensée critique. Hein, pour lui, c'est fondamental de développer une telle manière de voir les choses, notamment pour ce qu'on a dit tantôt dans le développement d'un dialogue intercivilisationnel, puisque plusieurs civilisations humaines sont encore, ne sont pas laïcisées ou sécularisées comme en Occident. Et aussi, c'est cette importance-là de pouvoir développer cette capacité d'un sens assez général, hein, sans imaginer que ce sens-là de ce sens-là va pouvoir se déduire des normes. Hein, il le dit bien dans l'Abîme de la liberté, la religion doit renoncer à prendre immédiatement valeur de loi positive. Hein, autrement dit, ce n'est pas parce qu'on remet de l'avant la question du sens dans les institutions, donc en s'opposant ici aux principes libéraux, mais c'est simplement ici de dire, il n'est pas question de dire aux jeunes qui n'ont pas le droit de danser le samedi soir parce que c'est contre ce que le livre sacré nous raconte. Hein? Ce n'est pas de ça ici dont il est question. C'est simplement ici l'idée de dire qu'il est important que de s'opposer au nihilisme actuel parce qu'on en est rendu là avec le processus de barbarisation. Hein? Et c'est comme ça que Freytag va articuler l'idée que quand il parle de civilisation, c'est la question du sens, de la légitimité, et quand il parle de société, donc c'est la question des contraintes fonctionnelles, donc dans l'administration légale, dans le développement économique, ces choses-là. Et il montre ici qu'il y a toute une question justement de la phronésis qui entre en ligne de compte dans l'articulation entre la question civilisationnelle et la question sociétale, mais qu'il n'y a pas d'application directe de normes issues d'une réflexion sur le sens. Donc, pour conclure, il faut voir ici que on est dans un drôle de paradoxe, hein, c'est que le conservatisme ontologique devient, à mon avis, à notre époque, subversif, tandis que le constructivisme nominaliste des pensées rebelles est tout à fait en harmonie avec la reproduction des signaux opérationnels tels que conçus par Luhmann. Hein? Donc, la question de la deuxième négation nous montre, comme je disais, que il faut sortir de l'abstraction de la pensée critique. Hein? Et ça, la pensée critique radicale a eu du mal avec ça. Elle n'a pas toujours adopté la phronésis aristotélicienne. Hein, comme le disait le philosophe français Denis Colin, pour Lénine, la révolution, c'était la cuisinière qui participe aux soviets. Ce fut plutôt la police secrète qui espionne les cuisines collectives. Hein? Et donc, si, à force de vouloir toujours nier le pouvoir, mais une sociologie comme celle de Freytag nous montre que c'est au contraire une donne irréductible qu'il faut assumer, même si ça ne fait pas rigoler les rebelles. Excusez-moi, j'ai choisi mes mots aussi. Donc, ce que je voulais vous dire ici, c'est que la pensée institutionnelle, elle est très répandue dans la pensée de gauche. Hein? Il y a une haine des institutions, une haine du pouvoir. On déteste les institutions, hormis lors des versements périodiques d'une paye de professeur. Mais ce que je veux simplement ici dire, c'est que
la question du sens, la question de l'ontologie, la question des médiations et tout l'héritage qu'on peut voir synthétisé dans l'abîme de la liberté, c'est que ce que nous dit ici Freytag, c'est que il faut tenir compte de la fragilité du monde, il faut tenir compte donc de ces éléments-là, parce que si certains penseurs de gauche disent « ça ne sert à rien l'ontologie, l'essentiel c'est le combat », alors il faut leur rétorquer que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on combat et comment on le fait. Hein, comme le disait Hegel à propos de la politische Gesinnung, c'est-à-dire la disposition d'esprit politique, hein, c'est vrai que c'est important qu'un pays ait des citoyens qui ont du courage pour la patrie, pour se battre, notamment militairement, ou pour accepter des contraintes que l'État va leur imposer, hein, parce que ces contraintes-là sont liées aux conditions même de la liberté individuelle. Mais comme le dit Hegel, les aventuriers et les criminels en ont eux aussi du courage. Ils prennent des risques, mais leur problème à eux, c'est que leur finalité n'est pas universelle. Hein? Et donc, ce qui est important avec Freytag, c'est de voir que lui, il veut au contraire, avec tous ces développements qu'il fait, orienter le regard vers des finalités universelles, et il le fait toujours de manière non dogmatique, de manière ouverte, donc de manière dialectique, parce que chez lui, on se rend compte qu'il y a du sacré sans religion, de la responsabilité sans jugement dernier, un amour du monde sans la peur du diable. Merci.